Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous parler d'autisme et aujourd'hui je voulais vous parler de la dissonance cognitive quand on est autiste. J'ai découvert ça récemment et je trouve que c'est hyper intéressant, donc je voulais vous faire partager mes recherches. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris de la dissonance cognitive. Ensuite, je vais vous parler de la dissonance cognitive chez les autistes et comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette dissonance cognitive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que je ne suis pas psychologue, je suis prof, donc je fais des recherches pour mon plaisir et j'essaie de vulgariser pour vous donner des pistes, mais là encore, ce n'a pas le mérite ou la vocation d'être de la science infuse ou des vérités absolues. Voilà, alors je commence. Qu'est-ce que j'ai compris de la dissonance cognitive ? Alors j'ai compris que c'était une tension intérieure entre nos comportements, c'est-à-dire ce que l'on fait ou ce que l'on dit, et notre système de valeurs, avec nos pensées, nos sentiments, voire nos besoins. Cette tension, elle va créer un malaise qu'on va tenter de justifier pour rééquilibrer notre psychisme. Et on va s'auto-convaincre que ce que l'on fait, ce que l'on dit, c'est vraiment ce que l'on veut au fond, quand bien même ce ne serait pas le cas. C'est ça la dissonance cognitive de ce que j'ai compris. Alors par exemple, quand j'ai fait des recherches, on parlait beaucoup de l'exemple de la viande. C'est vrai que quand on se dit j'aime la viande, en fait on entre en état de dissonance cognitive si on refuse de faire du mal aux animaux. C'est une contradiction intérieure. De la même façon que si on aime prendre l'avion ou si on aime faire les magasins, alors qu'on veut respecter l'environnement, là encore, on rentre en état de dissonance cognitive, puisque ce sont deux pensées qui s'opposent, qui se contredisent. Voilà, alors ça c'est la dissonance cognitive quand on est, on va dire, seul avec soi-même. Mais on peut aussi, en fait, cette dissonance cognitive peut aussi être provoquée par l'autre, elle peut aussi être suscitée volontairement par l'autre, dans le cadre notamment de la manipulation. Alors, dans le cadre d'une relation qui va être abusive, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans ses relations interpersonnelles avec ses amis ou son compagnon, sa compagne, et que ce soit aussi dans un cadre professionnel. En fait, l'autre va chercher à nous faire croire des choses pour mieux nous fragiliser, nous manipuler et asseoir son pouvoir. Exemple, quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime ou qu'il nous veut du bien alors qu'il nous rabaisse, nous humilie, c'est nous mettre en état de dissonance cognitive, puisque il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait réellement, et nous, on a une contradiction entre ce que l'on ressent, notre ressenti par rapport à la relation, et ce qui se passe, ce que l'autre dit réellement de cette relation. Voilà, de ce que j'ai compris entre les deux. Alors maintenant, je vais vous expliquer qui est touché par la dissonance cognitive. Alors déjà les personnes, comme j'ai déjà dit un peu, qui connaissent ou qui ont connu des relations abusives, mais aussi les hypersensibles. Pourquoi ? Parce que les hypersensibles ont tendance à beaucoup douter, à se remettre beaucoup en question. Et du coup, ils font aussi trop confiance à l'autre et ça peut entraîner plus de relations abusives, mais ça peut aussi les fragiliser eux-mêmes et les faire douter de leurs ressentis et de leurs besoins. Et bien sûr, en troisième lieu, on a les neuroatypiques et en particulier les autistes. Les autistes qui sont aussi hypersensibles et qui ont en plus beaucoup de mal à identifier leurs ressentis à l'instant T, leurs sentiments et aussi bien sûr leurs besoins et donc à poser des limites. Alors justement, les autistes, en quoi la dissonance cognitive concerne-t-elle directement les autistes ? Eh bien, déjà parce que les autistes, comme les hypersensibles ou les neuroatypiques en général, sont plus amenés que la moyenne malheureusement à rencontrer des personnes qui vont être mal intentionnées. Des personnes qui vont nous mettre dans un état de dissonance cognitive délibérément pour mieux nous manipuler, nous fragiliser. Et du fait de nos particularités, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir à temps les signes de danger évidents chez autrui, notamment dans le langage non verbal. Moi, quand quelqu'un me parle, j'ai du mal à saisir l'ensemble des informations qu'il me donne. Et c'est vrai que j'ai tendance à me raccrocher aux informations les plus rassurantes, donc notamment ce qu'il dit, mais aussi le ton de sa voix ou encore le regard. Et je vais peut-être occulter
Les autres signaux qui peut-être m'envoient des messages contradictoires, notamment au niveau de la gestuelle ou même la façon qu'il a de me regarder. Voilà, et donc ça va faire que souvent j'ai pu me faire manipuler assez facilement ou on a pu me faire croire des choses fausses sur moi-même à cause de ça. On va avoir tendance aussi à croire que l'autre, chez les autistes et chez les neuroatypiques, pense et ressent comme nous. On a du mal à s'imaginer ce qu'il est à l'intérieur, et c'est aussi vrai pour les autistes, je pense que pour les hypersensibles ou les hauts potentiels, et c'est très difficile pour nous de se dire que l'autre n'a pas la même empathie, il n'a pas la même intensité dans sa conception de la vie et dans sa sensibilité. Et comme on croit que l'autre est comme nous, empathique et sensible, alors on lui fait confiance. Et c'est là souvent où l'on se trompe et où on se fait avoir. La personne qui est aussi attirée par nous et qui veut nous manipuler, malheureusement, souvent, ce sont des personnes qui, justement, manquent d'empathie et qui nous envient cette empathie, qui voudraient se l'approprier ou bien même qui voudraient nous détruire parce qu'on a quelque chose que lui ne possède pas. Alors ça, c'est concernant la dissonance cognitive que l'autre crée délibérément par malveillance, par intérêt, pour tirer profit de nous. Mais moi, j'ai une autre théorie, c'est que avant même ces relations-là qui sont toxiques et dysfonctionnelles, l'autiste, les personnes autistes sont déjà en état de dissonance cognitive à cause de la société. C'est la société dans laquelle on vit qui crée cet état de dissonance cognitive. Cette société qui est créée et façonnée par les hommes et pour les hommes, en tout cas selon une norme, elle ne convient pas aux personnes autistes qui ont des besoins et des spécificités bien particulières. Et à cause de ça, on va d'emblée se trouver en situation de handicap, notamment au niveau social. Cette société, elle est maltraitante. Cette société, elle est basée sur des règles, là encore, qui ne nous conviennent pas et qui nous enferment. Et malheureusement pour nous, cette société, c'est aussi celle dans laquelle vivent nos proches et nos parents. Et pour élargir le propos, je dirais que malheureusement, indirectement et sans le vouloir, les parents, les proches vont aussi créer chez nous cette dissonance cognitive. Parce que eux-mêmes sont dans des règles qui les conviennent, qui eux, pour eux, les correspondent, mais qui pour nous ne nous correspondent pas. Et donc, sans le vouloir, ils vont précipiter chez nous cette dissonance. Ils vont créer cette rupture, cette contradiction intérieure qui va nous éloigner de nous-mêmes. Exemple, un enfant autiste qui rentre dans un supermarché. Imaginez, il va être complètement surchargé d'informations. Il va supporter avec douleur les bruits, les néons très agressifs des plafonds, toutes les lumières, toutes les informations visuelles avec les rayonnages qui s'étendent à perte de vue, sans compter la foule et tous les bruits sonores de fond qui résonnent dans ses oreilles. Alors l'enfant autiste peut-être même c'est probablement le cas, va faire une crise, va se mettre à pleurer, à hurler ou alors à battre des mains ou à vouloir s'échapper. Souvent les parents, ça peut arriver que les parents ne comprennent pas la réaction de l'enfant et qu'ils se disent que cet enfant en fait trop, qu'il exagère, qu'il est colérique, que peut-être il est mal élevé ou qu'il fait un caprice. Je ne sais pas, ça peut arriver. Je donne juste un exemple. Je me dis des parents, même bien intentionnés, parfois ont du mal à se mettre à la place de leur enfant autiste. Et ça peut arriver malheureusement que les parents réprimandent l'enfant, le grondent en lui disant « Enfin, tu pourrais faire un effort, on est tous là pour faire des courses, toi, tu te comportes comme un enfant gâté, donc tiens-toi bien et arrête de pleurer parce que ces courses, c'est pour la famille, donc c'est pour nous, donc tu dois faire un effort. » Imaginez l'enfant autiste, au début, il va être spontané, il va s'exprimer, il va dire que ça ne lui convient pas, il va exprimer son besoin. Mais au fur et à mesure, à force d'être grondé, d'être réprimandé, il va alors intérioriser cette souffrance et il va se dire « Oui, c'est vrai, j'exagère. Mes parents ont raison puisque ce sont mes parents, alors je dois faire un effort. » Et il va prendre sur lui. Prendre sur lui, c'est vraiment la phrase qui tue pour les autistes. Prendre sur soi, faire un effort
et on s'éteint et on éteint notre ressenti. Alors je dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais c'est juste un exemple. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les ressources pour faire cet effort et pour s'éteindre et qui continuent à faire des crises parce que ça leur est vraiment et véritablement insupportable. Mais je dis que c'est comme ça que le processus de dissonance cognitive peut s'installer et en fait, on peut s'auto-convaincre qu'on exagère. On peut s'auto-convaincre qu'on est capricieux, qu'on est immature parce qu'on l'a entendu 2-3 fois et que c'est une interprétation qu'on fait nos proches, mais là encore, qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas toutes les pistes pour comprendre et pour nous aider, et qui ont fait avec ce qu'ils ont pu. Voilà, et donc malgré eux, et malgré la situation, on va en fait entrer en état de dissonance cognitive. C'est pareil pour les repas de famille, quand vous avez peut-être petit eu vraiment de mal à rester à table, à attendre, à supporter le bruit, à supporter les longues heures à discuter avec les adultes qui n'en finissent pas et vous avez fini par pleurer ou par être vraiment très mal au point de vouloir quitter la table et on a pu peut-être vous reprocher ça aussi en vous disant mais enfin tu ne sais pas patienter, tu dois faire un effort, c'est un repas de famille, on a invité ta grand-mère exprès, tu pourrais être là et faire bonne figure. Et voilà, à nouveau, on va alors prendre sur soi et on va se dire que oui, on a tort et que les enfants, on est capricieux et qu'on est immature et hop, on va à nouveau se mettre en fait en état de dissonance cognitive. Et ça va se prolonger comme ça tout au long de notre vie. On va grandir avec cette impression qu'on exagère en permanence et quand on va faire une crise, parce qu'on en fera des crises, on pètera des plombs, on pleurera, on sera mal. Alors à chaque fois, il y aura cette culpabilité originelle qui est celle de mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je devrais pas me comporter comme ça. Les autres ne se comportent pas comme ça, donc c'est ma faute, j'ai tort. Et en fait, c'est malheureux, mais ça entretient aussi le masking. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient de cette dissonance cognitive. C'est pour ça que j'en parle ici, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant. Alors, sans avoir une famille, j'ai bien dit que c'est pas forcément une famille maltraitante qui va nous mettre en état de dissonance cognitive, pas du tout. C'est pas non plus des proches mal intentionnés. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes grilles de lecture que nous et que bien sûr, eux, ils adorent les repas de famille et ils passeraient peut-être 4 heures avec la grand-mère. C'est pas, voilà, donc ils comprennent pas pourquoi nous, ça nous met dans un tel état. C'est vraiment un malentendu. Voilà, c'est pour être plus clair avec ça. Et ensuite, je pourrais aussi insister sur un autre point, c'est que sans avoir forcément des réprimandes, sans avoir forcément des parents ou bien des adultes qui vont nous faire des réflexions, c'est nous-mêmes qui allons nous mettre tout seuls dans un état de dissonance cognitive parce que naturellement, on a besoin que notre point de vue corresponde à celui des autres. Naturellement, on a besoin de se reconnaître dans le regard de l'autre, ça je l'ai déjà dit. Et donc, si on voit que c'est pas possible, si on voit qu'on est trop différent à l'intérieur, eh bien, on va instinctivement, je dirais presque par instinct de survie, pour se faire accepter par la meute et pour ne pas être rejeté par elle, on va s'éteindre en fait, on va éteindre nos réels besoins, voilà, pour pouvoir tenir. Donc c'est pour ça aussi que je précise que c'est pas toujours du fait de réflexion et que c'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre dans cet état-là, mais là encore du fait d'une société qui est qui n'est pas adaptée, voilà, et qui est maltraitante de fait. Alors, quelles sont les conséquences de la dissonance cognitive chez les autistes, chez nous du coup, voire même les neuroatypiques? Eh bien, c'est cette fracture identitaire qui est douloureuse, hein. On a l'impression qu'on doit chercher sans cesse les morceaux de nous-mêmes, on ne sait plus trop qui on est décentré, du coup on croit ce que les autres nous disent sur nous, on se dit ah bah oui je dois être comme ça donc c'est parce que j'ai fait ça donc je dois être comme ça, et j'ai l'impression moi vraiment d'avoir navigué en eau trouble pendant des années et que je pouvais être un petit peu ce que tout le monde décidait pour moi, c'était pas du tout solide. Et à cause de cette fracture identitaire, on est loin de nous-mêmes et donc on est fragile, on est vulnérable et là encore c'est la porte ouverte aux personnes mal intentionnées, aux manipulateurs, etc. Voilà, j'ai aussi un autre point, c'est par rapport aux somatiques, puisque moi j'ai beaucoup somatisé et jusque dernièrement je me demandais, mis à part l'anxiété, mis à part le fait que j'avais un fonctionnement différent,
comment ça se passait que je somatisais à ce point? Eh bien, je crois que quand vous agissez à l'inverse de vos valeurs, forcément, vous allez le sentir dans votre corps. Vous savez, quand vous prenez une décision qu'en fait vous n'avez pas vraiment envie de prendre, quelque chose qui ne vous ressemble pas, immédiatement vous sentez votre ventre se tordre, votre gorge se serrer. Le corps vous dit non. Le corps en fait essaie de vous donner un message. Et donc je crois que ça marche aussi comme ça quand vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Hein. Le corps en fait il ressent et il se tend, voilà, il prend en fait sur lui votre propre maltraitance presque. Et donc ça va être, je crois, l'occasion de développer tout un tas de symptômes somatiques douloureux hein, pour vous faire sentir en fait le décalage. Je crois qu'à force de dépasser ses limites, le mental est surentraîné, mais le corps, lui, le corps ne ment pas, le corps est dans le vrai, et le corps vous indique vos vraies limites. Quand vous pleurez, quand vous craquez, quand vous êtes épuisé, que vous vous effondrez, que vous tombez malade, votre corps vous dit « tu es allé trop loin, arrête maintenant, repose-toi ». Même si votre mental, qui est un vrai sportif de haut niveau, il veut continuer. Donc les mots somatiques, je pense que c'est aussi la traduction directe de la dissonance cognitive. Et un dernier point, malheureusement, cette dissonance cognitive peut être tellement difficile à vivre qu'on peut aussi développer des troubles du comportement, qu'on peut aussi entrer dans un cercle infernal qui est celui des addictions, qu'on peut prendre le réflexe de boire pour supporter les fêtes parce qu'on est tellement angoissé, on est tellement perdu que notre seule ressource en fait c'est de boire un petit coup ou deux petits coups pour se détendre et ça va devenir une addiction, ça va devenir un cercle vicieux parce qu'on n'arrive pas autrement et comme on ne sait pas que ça vient de notre fonctionnement, on se sent coupable et on ne cherche pas d'aide et donc c'est malheureusement terrible. On peut aussi tomber dans des troubles alimentaires, on peut tomber dans la drogue, enfin voilà, il y a plein d'addictions malheureusement qui je pense sont liées directement à ce mal-être intérieur lié à la dissonance. Alors, suite à cela, maintenant, comment on fait alors pour sortir de cette dissonance cognitive et comment on fait pour se retrouver soi-même? Eh bien, il faut tout simplement identifier son fonctionnement, reconnaître son fonctionnement. Donc faire des recherches et quand on commence à détricoter tout ça, eh bien c'est un soulagement. C'est des couches qu'on lève, des couches qui ont pris des années, qui ont pris des décennies parfois. Et en fait c'est assez drôle, mais moi quand j'ai commencé à comprendre des choses sur moi-même à l'aide d'un autodiagnostic puis d'un vrai diagnostic, je suis tombée un peu dans l'excès inverse. C'est-à-dire que avant j'avais tendance à vraiment minimiser mes ressentis et après le diagnostic c'était comme si c'était tout de suite trop. Donc je devenais un peu très douillette quoi, très la princesse au petit pois. Donc par exemple par rapport à la dyspraxie, donc avant je me rendais pas compte que je l'étais, puis j'ai eu un diagnostic officiel à l'aide d'un bilan psychomoteur. Et du coup après les jours qui ont suivi je crois je me sentais très fragile, j'avais l'impression d'être comme Édouard aux mains d'argent, d'avoir des mains comme ça vraiment qui pouvaient faire n'importe quoi, qui pouvaient faire plein de bêtises. Et je me rappelle que j'étais allée dans une imprimerie et que j'étais hyper lente, je faisais les mouvements hyper lentement parce que j'avais vraiment l'impression que c'était lourd, que mes mains c'était du béton, que c'était du plomb, que c'était handicapant quoi, elle me tirait vers le bas tellement il y avait peut-être que là j'avais levé quelque chose par rapport à ça et que du coup ça s'exprimait de manière totalement disproportionnée. Bon maintenant ça va mieux, j'ai plus cette impression là, mais je constate quand même que en fait je suis tout le temps dans le contrôle. Donc ça je l'ai déjà dit, je suis tout le temps en train d'essayer d'équilibrer mes émotions, mon stress, mon énergie, mes mouvements aussi. Parce que bah voilà c'est pas naturel, c'est pas automatique et du coup il y a une fatigue forcément qui découle de ce contrôle hein, qui est évidente et quand je suis chez moi à l'intérieur de mon appartement bah, je constate que là je lâche ce contrôle et du coup qu'est-ce qui se passe, bah, je casse tout, voilà, je perds tout, je suis pas organisée, enfin voilà, donc c'est vraiment pour dire que ça nous coûte une énergie voilà, d'être soi avec son fonctionnement et les stratégies qu'on a mises en place pour survivre, elles sont hyper coûteuses. Et voilà, vous faites le test, s'il y a des choses que vous faites moins bien dans votre appartement, c'est peut-être lié à, je sais pas, à des difficultés que vous n'avez pas identifiées clairement.
Voilà, donc c'est reconnaître son fonctionnement, bien sûr se faire diagnostiquer, et quand on se fait diagnostiquer, en fait, moi je l'avais dit dans une vidéo, ça y est, je fais une rencontre avec moi-même, avec la vraie April. Et donc c'est un sentiment hyper bizarre, et de faire connaissance avec soi-même à 28 ans, c'est hyper bizarre, mais en même temps c'est hyper émouvant quoi. C'est hyper beau et on se dit ouais j'ai la chance d'être sortie de ça, d'être sortie de cette personne que je croyais être avec un peu ses tares, enfin ses difficultés et ce jugement très dur sur soi. Et voilà, c'est un vrai cadeau le fait d'être diagnostiqué ou même de reconnaître, hein, sans forcément avoir le diagnostic officiel, de reconnaître son fonctionnement, c'est un vrai cadeau et ça permet vraiment d'avancer et de prendre confiance en soi. Voilà. Et alors après, j'ai un dernier point, c'est par rapport à toutes les stratégies un peu qu'on peut mettre en place pour se connaître. Parce que moi, j'ai fait un lien aussi avec mes hobbies, enfin mes passions. Je me dis, c'est quand même bizarre que j'adore écrire et voyager. En fait, je pense que c'était pas anodin et que je cherchais indirectement à sortir de cette dissonance cognitive, à m'affirmer, à affirmer mes besoins. Parce que quand j'écrivais, en fait, j'apprenais à me connaître. J'apprenais à travers même la fiction, mais le journal aussi intime. J'apprenais à identifier à quel moment j'avais été mal, à quel moment j'avais souffert et pourquoi, et à mieux savoir ce qui me convenait. Donc c'était un outil en fait presque thérapeutique pour sortir de cet état où je croyais que je pouvais tenir et en fait non. Et le voyage c'est pareil en fait. Le voyage ça me permet aussi de sortir de cette dissonance. Le voyage en solitaire, je précise, parce que quand je voyage en solitaire, en fait, je n'ai pas ce réflexe automatique qui est malheureux et qui est un peu celui du masking, hein, de m'adapter à l'autre, puisque je suis seule. Et en plus, je suis dans un autre pays, et en plus, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je m'écoute, j'écoute mes besoins, parce que c'est ma survie en dépend, quoi. Et donc, du coup, ça me pousse à être vraiment à l'intérieur de moi, et non plus à être à l'extérieur et à chercher chez l'autre qui je suis. Ça me fait le mouvement inverse, et du coup, c'est hyper agréable. Et je suis beaucoup plus... du coup, je suis centrée sur moi, mais c'est pas quelque chose de narcissique, c'est vraiment quelque chose de... Je suis solide en fait, je suis à l'intérieur de moi-même et je sais quand il faut que je m'arrête. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'en parler en dernier lieu. Voilà pour la dissonance cognitive, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Et je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao.